Hi, I am Isis Battaglia from Brazil. Imaginez une silhouette découpée comme un plan séquence de cinéma italien. Des pommettes nettes, un regard mat où la lumière se dépose sans pitié, une démarche qui n'imite personne. Dans un couloir glacé de backstage, on l'aperçoit avant de la connaître. À chaque pas, Paris retient son souffle. Elle s'appelle Isis Battaglia. Franco-italienne, elle arrive dans le vacarme de la mode comme on entrouvre une porte sur une salle obscure. Il ne s'agit plus de voir, mais de regarder. Trop singulière pour la moyenne? Trop intense pour la publicité sage? C'est précisément ce trop qui aimante les yeux et réveille les maisons endormies. Quand Isis apparaît, ce n'est pas un nom à la mode qui avance, c'est une sensation. La coupe est stricte, le profil net, la robe fend l'air et en pose en silence. Ce silence rare qui précède les images que l'on gardera. Le moment déclencheur a un lieu in date, Paris Fashion Week 2024 chez Loewe. Une ouverture de rideau, une traversée, et soudain la salle devient chambre noire. On ne photographie plus une fille, on fixe une intention. Depuis, dans les ateliers couture, son prénom circule comme un mot de passe. On ne dit pas jolie, on murmure nécessaire. Cette histoire n'est pas un carnet de trophées. C'est la chronique d'une apparition qui refuse le décor pour imposer la présence. Pourquoi elle? Parce que dans une industrie obsédée par la répétition, Isis introduit l'accident, ces déviations infimes qui rend à la ligne droite son sens. Née dans une petite ville de province au croisement des frontières culturelles, Isis Battaglia porte en elle deux héritages qui ne se mélangent pas toujours facilement. La rigueur discrète de la France, qui l'a tout entendu, et la flamboyance instinctive de l'Italie. Son père, originaire de Lombardie, est artisan du cuir, un homme de gestes précis, amoureux des matières nobles qui lui transmet dès l'enfance le respect des choses bien faites. Sa mère, française d'Auvergne, a l'âme plus effacée. Elle travaille comme infirmière, observant le monde à travers les histoires des autres plutôt qu'en occupant la lumière. Isis grandit dans un appartement modeste, les murs tapissés de photos sépia de la famille italienne. Mariage, vendanges, repas interminables sous la vigne. Elle parle deux langues à la maison, mais comprend vite que, dehors, la différence d'accent de son père attire les regards curieux, parfois condescendants. À l'école, sa haute taille et ses traits atypiques lui valent des surnoms qui oscillent entre fascination et moquerie. Elle ne ressemble pas aux autres filles, ni tout à fait française, ni totalement italienne. Ce ni-ni devient peu à peu une identité floue mais solide, celle d'une étrangère partout, d'une observatrice silencieuse. Sa jeunesse est rythmée par les allers-retours d'été en Italie, où elle se perd dans les ruelles chaudes, bercée par le chant des cigales et l'odeur persistante du cuir dans l'atelier familial. Là-bas, les tantes lui disent qu'elle a la beauté des vieilles actrices. Ici, en France, on lui reproche une allure trop dramatique. Ces décalages forgent une carapace. Isis apprend à ne pas chercher l'approbation, mais à cultiver un monde intérieur. Enfant, elle n'est pas bruyante, elle observe. Ses yeux suivent les gens, les mouvements, les tissus. Sa mère la surprend souvent en train de draper un rideau sur ses épaules, d'ajuster une ceinture imaginaire, de marcher dans le couloir comme sur un podium improvisé. Pourtant, rien dans son environnement ne laisse présager une carrière dans la mode. Pas de connexion, pas de photos professionnelles, seulement une sensibilité aux détails que les autres ne voient pas. Les dîners de famille sont des leçons silencieuses. On y débat de politique, on rit fort, mais on se jauge aussi. Isis comprend très tôt la puissance d'une posture, l'impact d'un silence bien placé. Elle ne le sait pas encore, mais ces codes sociaux hérités des repas d'Italie et des conversations feutrées françaises deviendront plus tard une arme invisible sur les podiums. À l'adolescence, elle traverse une période de doute, trop grande pour se fondre dans la foule, trop mince pour échapper aux commentaires, trop étrangère dans les deux pays pour appartenir vraiment. Mais cette tension devient une énergie brute. Elle se met à photographier les rues, à découper des pages de magazines, à collectionner des images de silhouettes improbables. Ce n'est pas la beauté classique qui l'attire, mais l'étrangeté. Sans le savoir, elle est déjà en train de se préparer à un univers où la différence n'est pas une faiblesse, mais en moteur. L'histoire d'Isis commence donc loin des spots, dans la lumière vacillante d'une enfance binationale, faite de contrastes, de frontières invisibles et d'une curiosité tenace. C'est dans cet espace entre deux cultures qu'elle va forger le regard qui plus tard captivera Paris. Il n'y a pas eu de coup de foudre instantané avec l'industrie de la mode. Pour Isis Battaglia, tout a commencé par une série de coïncidences qui, mises bout à bout, dessinent aujourd'hui un chemin presque inévitable. Elle avait 17 ans, encore au lycée, et rêvait davantage de cinéma que de podium. Les après-midi, elle les passait souvent à flâner dans une petite librairie du centre-ville, feuilletant des magazines étrangers qu'elle ne pouvait pas toujours acheter. C'est là, un jour d'automne, qu'un photographe local, venu déposer un livre d'art, l'aperçut. Il ne lui parla pas immédiatement.
Il observa d'abord cette façon qu'elle avait de se pencher sur les pages, le visage pris dans une concentration presque mélancolique. Puis, à s'en allant, il lui glissa une carte, presque à voix basse. « Vous devriez envisager la photo. » Isis prit la carte par politesse, la glissa dans son sac et l'oublia pendant plusieurs semaines. C'est sa mère qui, en faisant le ménage, retrouva la carte et insista pour qu'elle rappelle. Isis hésita. Elle n'avait jamais posé devant un objectif autrement que pour les photos de famille, toujours raide et mal à l'aise. Mais la curiosité l'emporta. Le rendez-vous eut lieu un samedi, dans un studio improvisé au-dessus d'un café. La lumière était froide, presque clinique. Le photographe lui demanda simplement de marcher vers lui, de tourner la tête, de regarder par la fenêtre. Rien de plus. Quelques jours plus tard, il lui envoya une dizaine de clichés. Isis se souvient encore de la sensation étrange en les découvrant. C'était bien elle, et pourtant différente, plus nette, plus affirmée, comme si quelqu'un avait retiré le voile de timidité qui la couvrait depuis toujours. Ces photos, le photographe les transmit à une amie agent basée à Paris, et c'est ainsi qu'Isis reçut pour la première fois un appel du monde qu'elle croyait inaccessible. Sa mère l'encouragea à tenter l'aventure, mais son père resta sceptique. « La mode, ce n'est pas un métier, c'est un mirage », répéta-t-il, inquiet des promesses faciles et des déceptions brutales. Isis, elle, oscillait entre excitation et crainte. Elle accepta pourtant de monter à Paris pour un premier casting, sans se douter que ce serait pour une maison de couture en pleine recherche de visages nouveaux. Le jour du casting, elle portait un jean brut, un pull noir, aucun maquillage. Dans la file, d'autres filles semblaient déjà prêtes pour un shooting Vogue, talons vertigineux, mise en beauté parfaite. Isis se sentit déplacée, presque invisible. Mais lorsque vint son tour, le directeur de casting leva les yeux de son écran, l'observa longuement, puis demanda « Tu as déjà défilé ?» Elle répondit non. « Tant mieux, dit-il. » Ce casting ne déboucha pas immédiatement sur un contrat, mais la plaça sur le radar d'agents influents. De retour chez elle, Isis reçut une série de emails pour des tests à Paris. Chaque voyage était un saut dans l'inconnu. Trains matinaux, sandwichs froids, attentes interminables dans des corridors anonymes. Elle apprenait vite que le monde de la mode n'avait rien de glamour dans ses coulisses. Pourtant, à chaque fois qu'elle enfilait une tenue, quelque chose changeait. Sa posture se redressait, son regard se fixait, comme si quelqu'un avait retiré le voile de timidité qui la couvrait depuis toujours. Le moment décisif arriva un matin de janvier, quand son agence l'appela pour lui dire « Loewe veut te voir ». Le nom résonna comme une énigme luxueuse. Elle ne connaissait la maison que par quelques images aperçues en ligne, des créations qui semblaient presque sculpturales. Le rendez-vous eut lieu dans un showroom silencieux. Jonathan Anderson, le directeur artistique, entra, la salua simplement, fit le tour d'elle comme un sculpteur examinant une pièce brute, puis dit « Elle a quelque chose ». Une semaine plus tard, Isis recevait la confirmation, elle ouvrirait le défilé Loewe à Paris Fashion Week 2024. La nouvelle la laissa sans voix. Elle pensait à son père, à ses doutes, à cette librairie où tout avait commencé. Le soir, elle sortit seule marcher dans les rues de Paris, sous la pluie fine, se répétant que rien n'était encore acquis, mais que le chemin avait enfin un sens. Quand vint le jour du défilé, dans ses coulisses, elle se surprit à repenser à son enfance, à ce sentiment d'être ni d'ici ni d'ailleurs. Sur ce podium, au contraire, elle sentait qu'elle appartenait pleinement au moment. Les projecteurs s'allumèrent, la musique monta, et Isis fait son premier pas dans la lumière, consciente que ce n'était pas seulement une marche, c'était une entrée. Le jour où Isis Battaglia ouvrit le défilé Loewe à la Paris Fashion Week 2024, quelque chose se déplaça dans la cartographie silencieuse des visages en vogue. La vidéo de son passage, diffusée en quelques heures sur les réseaux, fut partagée par des comptes spécialisés, puis par des anonymes fascinés par « la fille à l'allure de cinéma ». Ce n'était pas seulement un walk, c'était une scène. La robe sculpturale, le rythme mesuré, le regard qui ne cherchait pas l'objectif, mais qui, paradoxalement, le happait. Tout concourait à installer Isis dans la mémoire collective de la saison. Dès la semaine suivante, les invitations affluèrent. Valentino, Fendi, Hermès, les directeurs artistiques parlaient d'elle comme d'un accent visuel, un détail qui change la phrase entière. Elle savait que ces opportunités ne se reproduiraient pas éternellement. Chaque show devenait un terrain d'apprentissage. Elle observait les mannequins expérimentés, mémorisait la façon dont elles occupaient l'espace, comment elles modulaient leur allure selon le tempo de la musique ou la nature du vêtement. Son ascension fut rapide mais méthodique. Les magazines l'invitèrent à poser. Un éditorial pour Vogue Italia où l'on exploitait ses traits à la manière des héroïnes néo-réalistes. Une couverture pour Numéro France où la styliste jouait sur l'opposition entre la rigidité militaire d'un manteau et la douceur de sa gestuelle. Isis ne se contentait pas d'exécuter.
Elle construisait, image après image, un langage. Sur les podiums, elle développa une signature, une marche qui semblait ralentir le temps, chaque pas calibré pour créer une tension silencieuse. Pas de sourire, mais un regard franc, presque cinématographique, qui donnait aux vêtements une gravité rare. Les photographes commençaient à se placer exprès à ses angles préférés. Ils savaient que de ces passages naissaient des images fortes. L'un des moments charnières survint lors du défilé Valentino Couture. Drapée dans une robe rouge incandescente, Isis avançait sur un tapis fleuri, la lumière filtrée par des vitraux anciens. Au premier rang, Anna Wintour elle-même abaissa ses lunettes pour la suivre des yeux. Après le show, un journaliste de Le Monde écrivit « Isis Battaglia ne marche pas, elle trace. Dans son sillage, la mode semble soudain plus sérieuse. » Les campagnes publicitaires suivirent. Prada, où elle incarnait une androgyne intemporelle, Cartier, qui utilisait son profil pour évoquer la noblesse des années 50, et surtout Loewe, qui l'a repris comme visage récurrent, renforçant l'association entre son image et l'avant-garde raffinée. Chaque collaboration consolidait sa position, mais Isis restait prudente. Elle savait que la mode aime brûler ce qu'elle encense. Dans l'ombre de cette ascension, elle affrontait aussi la mécanique impitoyable du rythme, vol nocturne, décalage horaire, changement d'équipe constant. Pourtant, même épuisée, elle trouvait dans chaque show une étincelle, un instant où le vêtement, la lumière et son corps s'alignaient parfaitement. Ce sont ces moments, disait-elle dans une rare interview, qui lui rappelaient pourquoi elle avait accepté de franchir la ligne entre l'ombre et la lumière. En un an, Isis passa du statut de « nouveau visage à surveiller » à celui de « clé visuelle pour des marques majeures ». Elle participa à la campagne anniversaire de Dior, photographiée sur pellicule, en noir et blanc, comme un clin d'œil à ses racines vitaliennes. Les critiques notèrent sa capacité à transiter d'un univers à l'autre sans perdre son essence, romantique chez Valentino, conceptuel chez Loewe, tranchant chez Mugler. Cette polyvalence devint son passeport. On l'appelait pour ouvrir ou fermer les shows, les deux places les plus symboliques, et elle comprit vite la charge narrative de ces moments. Ouvrir, c'est annoncer, fermer, c'est conclure. Dans les deux cas, il fallait marquer au fer rouge la mémoire du public. Isis excellait dans cet art discret de laisser une image persistante, comme une scène de film qui hante bien après le générique. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille, persistante comme une scène de film qui hante. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille. Ses proches, eux, observaient cette trajectoire avec un mélange de Portia-Sirui-Inchertaille à mon étonnement. Son père, autrefois sceptique, avoua qu'il avait suivi en streaming certains défilés, notant la façon dont tu tiens la tête, comme si tu savais exactement où tu vas. Sa mère, plus pudique, conservait chaque coupure de presse dans une boîte à chaussures, comme pour ancrer cette réussite dans quelque chose de tangible. Paris, Milan, New York, Isis passait désormais d'une capitale à l'autre, mais restait fidèle à une règle simple, ne jamais oublier l'observatrice silencieuse qu'elle avait été. Cette distance intérieure lui permettait de naviguer dans un univers saturé d'ego sans y dissoudre. À chaque saison, elle ajoutait une couche à son personnage public, consciente que la durée de vie d'une carrière de mannequin se joue aussi dans la maîtrise de son mystère. À la fin de la Fashion Week automne-hiver 2025, alors qu'elle venait de clore le show de Mugler dans une combinaison argentée qui évoquait une armure futuriste, un critique résuma ainsi sa place. Isis Battaglia n'est pas encore une icône, elle est la promesse d'une icône, et parfois la promesse est plus puissante que l'icône. Dans un milieu où l'on apprend vite à dire oui à tout, Isis Battaglia s'est distinguée par ses refus. Derrière son allure de statue fluide, il y a une colonne vertébrale intransigeante. Dès ses premières saisons, alors que de jeunes mannequins acceptaient sans sourciller des propositions douteuses pour avancer, elle posa ses limites avec une clarté déconcertante. Les photos dénudées gratuites pour un photographe célèbre ? Non. Les contrats aux clauses abusives qui l'auraient liée pendant 5 ans à une agence étrangère ? Non. Cette capacité à dire non, dans une industrie construite sur le consentement tacite, fit d'elle un cas à part. Isis n'a jamais cherché à choquer gratuitement, mais elle refuse de se plier à un moule qui ne lui correspond pas.
Lors d'un fitting pour une grande maison, on lui demanda d'éclaircir ses cheveux pour adoucir ses traits jugés trop marqués. Elle répondit simplement « Mes traits sont ma force, pas un défaut à corriger ». Résultat, elle perdit le contrat, mais gagna un respect discret chez ceux qui savent qu'une image forte ne se négocie pas au détriment de l'identité. Ses prises de position ne se limitaient pas à l'esthétique. Sur ses réseaux, parcimonieux mais précis, elle évoquait la précarité des jeunes mannequins, les retards de paiement, les conditions de travail épuisantes. Elle ne postait pas des diatribes enflammées, mais des fragments d'expérience, des phrases sobres qui révélaient les failles d'un système trop souvent idéalisé. On me demande souvent si c'est difficile. Ce n'est pas difficile, c'est instable, et c'est l'instabilité qui use, écrivit-elle un jour. Ce franc-parler lui valut d'être écartée de certaines campagnes, mais d'autres y virent une opportunité, celle de s'associer à un visage qui porte un discours. Des marques engagées dans des démarches éthiques la sollicitèrent, non pas seulement pour son allure, mais pour sa cohérence. Elle devint ambassadrice d'une ligne de prêt-à-porter durable, posant dans des paysages naturels, loin des studios aseptisés. L'image d'Isis se détacha peu à peu du glamour pur pour s'ancrer dans une idée. La mode peut être exigeante sans être docile. Dans les coulisses, certains directeurs artistiques admiraient sa capacité à incarner une vision tout en y apportant ses nuances. Sur le podium, elle pouvait accepter une mise en scène audacieuse, mais jamais au prix d'une posture qui la réduirait à un cliché. Cette vigilance constante la plaçait dans une catégorie rare, celle des mannequins qui construisent leur image autant que les marques qu'elles servent. Un épisode marquant illustre cet état d'esprit. Lors d'une séance pour une campagne internationale, un styliste voulut lui faire porter un accessoire en fourrure véritable. Isis demanda s'il s'agissait de fourrure synthétique. La réponse négative déclencha une discussion tendue. Elle refusa la pièce, proposa une alternative et le shooting dut être réorganisé. L'incident, loin de la marginaliser, renforça son aura auprès d'un public sensible à ces questions. Sa manière de défier les attentes se voyait aussi dans son choix de collaboration artistique. Elle participa à un projet photographique expérimental où elle posait sans maquillage, en noir et blanc, éclairée seulement par la lumière d'une fenêtre. Loin des standards de perfection lissée, ces images révélaient une beauté brute, presque vulnérable. Ce qui me fascine chez Isis, c'est qu'elle ne craint pas l'imperfection, confiait le photographe. Pour elle, rompre avec les codes n'est pas une stratégie marketing, mais une nécessité intérieure. Elle se sait observer, scruter, commenter. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle choisit de maîtriser les termes de son propre exposition. Elle accepte la lumière, mais refuse l'éblouissement qui aveugle. Aujourd'hui, dans un paysage saturé de visages interchangeables, Isis Battaglia incarne une rareté, celle d'un mannequin qui n'a pas peur de ralentir la cadence, de choisir ses batailles, de garder son intégrité intacte, même lorsque la tentation est grande de céder à la facilité. Cette constance dans le refus et cette fidélité à elle-même constituent peut-être son acte le plus subversif. Dans un monde qui exige l'adaptation permanente, Isis a choisi la permanence de ses valeurs. Et cette résistance qui, au-delà des podiums, façonne son véritable héritage. La trajectoire d'Isis Battaglia semblait tracée, fluide comme une ligne de couture parfaite. Mais derrière l'éclat des projecteurs, l'usure se faisait sentir. Les saisons s'enchaînaient, les vols de nuit, les décalages horaires, les répétitions de gestes millimétrés érodaient lentement ses forces. Un soir, à Milan, après un défilé, elle ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Les médecins parlèrent d'un épuisement sévère, combiné à une carence alimentaire aggravée par le rythme de travail. Cet épisode aurait pu n'être qu'une alerte. Pourtant, au lieu de ralentir, Isis tenta de maintenir le cap. Les Fashion Week suivantes furent marquées par une tension palpable. Sur les photos, certains observateurs remarquèrent que son regard semblait moins habité. En coulisses, elle se tenait souvent à l'écart, absorbée par un silence inhabituel. Puis survint un accident qui allait précipiter sa pose. Lors d'un shooting à New York, elle glissa sur un plateau humide et se blessa au genou. Rien d'irrémédiable, mais assez pour l'écarter des podiums pendant plusieurs mois. Cette absence, dans un secteur où l'on oublie vite, fut perçue comme un retrait volontaire. Les rumeurs se multiplièrent, certains parlaient d'un burn-out, d'autres évoquaient des désaccords contractuels ou une lassitude profonde vis-à-vis de l'industrie. Isis, fidèle à elle-même, ne démentit ni confirma. Sur son compte Instagram, elle posta seulement une photo en noir et blanc de ses mains posées sur un livre, légendé « Parfois il faut s'arrêter pour comprendre où l'on va ». Ce silence contrôlé alimenta les spéculations mais protégea son espace personnel. Pendant près d'un an, elle disparut de la scène médiatique. Pas de francs trop, pas de campagne, pas même de portraits volés dans la rue.
Ceux qui la croisaient parlaient d'une femme plus sereine, plus ancrée, mais toujours entourée d'une aura distante. Pour l'industrie habituée au comeback orchestré comme des shows, cette absence prolongée avait un parfum de mystère. En coulisses, certains directeurs artistiques exprimaient un regret sincère. Isis ne se remplaçait pas, elle se réinvente ou elle s'absente, confia un d'eux. Cette blessure au genou anodine pour d'autres avait ouvert chez elle une brèche plus profonde, celle de se demander si la vitesse imposée valait le prix de sa santé physique et mentale. Ainsi, ce qui fut d'abord une pause contrainte se transforma en retrait choisi. Isis ne cherchait pas à disparaître, mais à se réapproprier son temps, loin de la cadence qui l'avait façonnée autant qu'Uzi. Dans une industrie qui ne tolère pas l'ombre, elle choisit de s'y installer, au moins pour un temps. On ne sait pas si Isis Battaglia reviendra un jour sur les podiums. Peut-être que son histoire dans la mode est une parenthèse. Peut-être qu'elle n'a fait que changer de décor. Ce qui est certain, c'est que son absence a laissé une empreinte paradoxale. Plus elle se tient loin des projecteurs, plus son image semble nette. Les jeunes mannequins citent son nom comme exemple de force tranquille, d'intégrité rare dans un univers où l'on apprend tôt à plier. Elle n'a pas construit son héritage sur la quantité de couvertures ou de campagnes, mais sur une idée, celle que dire non peut parfois être plus puissant que toutes les apparitions. Son style, sa marche, son regard continuent de circuler dans les moodboards des créateurs, preuve qu'une silhouette peut survivre à la disparition physique. Dans une rare interview donnée à un magazine indépendant, Isis a lâché cette phrase « J'ai appris que le vrai luxe, c'est de choisir son rythme », une ligne qui, à elle seule, résume sa trajectoire. Alors si elle décidait demain de revenir, le monde serait-il prêt à l'accueillir à nouveau ? Ou peut-être que son plus beau défilé a déjà eu lieu loin des podiums, dans cet espace intime qu'elle s'est offert, hors champ, mais en pleine lumière intérieure.